je suis tombé amoureux des jeux Hoyoverse. Petit flashback. Le jeune moi lance Genshin Impact le jour de la sortie en septembre 2020. Il joue 1 heure et n'est pas spécialement convaincu en se disant qu'il réessayerait plus tard pour au final que ça n'arrive jamais. Ouais, vu le titre, la minia et la ligne d'ouverture, on s'attendait pas à ce que l'histoire commence comme ça. Mais c'est le but de cette vidéo de vous expliquer pourquoi maintenant je suis amoureux des jeux du studio chinois. Que ce soit Genshin Impact, Honkai Star Rail ou plus récemment Zenless Zone Zero. Pourquoi ça marche? Quels sont leurs secrets? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Tout d'abord, 2 petits disclaimers. Le moins important d'abord, ceci n'est pas une OPSP. La vidéo n'est pas sponsorisée par Hoyoverse d'aucune manière, mais je précise quand même que j'ai déjà eu une collaboration commerciale avec eux sur mon live Twitch pour Honkai Star Rail. Voilà, si vous voulez m'accuser de faire cette vidéo parce que je suis un vendu, je peux pas vous retenir, mais tout est dit. Deuxième disclaimer, bien plus important. Les jeux Hoyoverse sont des gachas. Principe récupérer des gachapon, il repose sur un modèle économique extrêmement prédateur, vous poussant aux microtransactions pour obtenir des personnages jouables. Alors certes, ce ne sont pas les plus sales du milieu, mais ça reste un modèle économique dangereux pour certaines personnes qui pourraient tomber dans une sale boucle complètement apparentée à l'addiction aux jeux d'argent. Donc faites attention à vous si vous comptez vous y essayer. Maintenant que tout ça est dit, passons au sujet. Ou faisons un petit historique d'Hoyoverse d'abord. Ou MiHoYo, avec comme slogan Tech Otakus Save the World. Ouais, c'est devenu Hoyoverse plus tard chez nous. Bon, je vais pas vous la faire en détail parce que c'est pas le but de la vidéo, mais ça a de l'importance, vous verrez. À la base du studio, une petite bande d'étudiants chinois otaku qui veulent faire des jeux venant de leur imaginaire. Des petits jeux d'abord, et au détour de l'un d'eux, ils se rendent compte que le modèle économique qui leur convient est le free-to-play type gacha avec microtransactions dans lequel ils trouvent leur équilibre et de bons résultats. Puis au cours de leur jeu, ils font revenir différents personnages, mais on y reviendra plus tard. Puis arrive leur premier vrai gros succès, Honkai Impact Third. Alors surtout en Chine et au Japon pour le coup, mais même en Occident il s'est fait une petite place. Mais bon, il y a surtout eu ensuite leur énorme succès, Genshin Impact. Puis ils ont bien capitalisé là-dessus et ont pu embrayer sur un élargissement de l'entreprise et se permettre de lancer Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero. Puis aussi Tears of Themis, mais on va pas beaucoup en parler dans cette vidéo. Et pour reprendre notre précédent flashback, on l'avait laissé, et en finir là sur moi vis-à-vis des jeux Hoyo, après avoir trop rapidement quitté Genshin, je n'ai pas trop suivi ce qui se passait du côté du studio. Jusqu'à fin 2023, plusieurs mois après la sortie de Honkai Star Rail, ou après que des confrères streamers m'aient tanné pour que je joue au jeu, et que certains trailers aient retenu mon attention, j'ai plongé pieds joints. Et bah, je suis tombé amoureux. Une fois bien avancé dans le contenu du jeu, j'ai redonné sa chance à Genshin que je saigne depuis, et j'ai adopté Zenless depuis sa sortie. Et mon envie de vous parler de ces jeux fait que je vous délivre cette vidéo aujourd'hui. Mais justement, c'est quoi ces jeux? Alors nouveau disclaimer, comme je l'ai déjà précisé, je n'ai joué qu'à Genshin Impact, Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero. Donc pas de Honkai Impact Third ou de Tears of Themis ou autres jeux du studio dans cette vidéo, désolé. Mais donc ces 3 jeux auxquels j'ai joué, on pourrait les présenter individuellement ainsi. Genshin est un action RPG en monde ouvert, Honkai Star Rail est un RPG tour par tour, et Zenless Zone Zero est un action RPG en arène. On voit que le mot RPG ressort souvent, ce qui n'est pas étonnant, vu leur nature de gacha qui a tendance à pousser à la gestion de build de personnages. On retrouve dans chaque jeu le fait de récupérer ses personnages jouables,
de leur équiper la bonne arme, les bons équipements et les associer entre eux pour faire des bonnes équipes. C'est somme toute basique, vous me direz, et vous auriez raison. Mais tous ces aspects de build sont quand même bien rodés, et bien que les noms changent, on n'est vraiment pas perdu de jeu en jeu. C'est même là que se situe la mécanique de farm endgame, entraînant de nombreux moments de rage, je sais, vous savez. Puis, dans l'expérience endgame en elle-même, aussi on retrouve le même framework, un mode avec des vagues d'ennemis et des boss sur plusieurs niveaux, dont les derniers sont plutôt difficiles, des boss hebdomadaires, un mode plus ou moins roguelite, il y a une formule, clairement. Mais j'aimerais noter l'idée, pas forcément digne d'Einstein, mais logique quand même, qu'aucun de ces jeux n'empiète sur les plates-bandes de l'autre. Des mécaniques de progression, de farm et de endgame similaires certes, mais ils n'ont pas eu la saugreneuse idée de proposer un deuxième RPG open world après le succès de Genshin, mais de partir sur des expériences plus contenues avec Star Rail et Zenless. Je pense qu'ils sont conscients que leurs joueurs n'ont pas un temps infini et l'envie de se réinvestir dans un gouffre de temps comme Genshin. Puis, à quoi bon essayer de tuer sa poule aux œufs d'or, j'ai envie de vous dire. Mais, est-ce que c'est vraiment ces aspects de gameplay qui nous font aimer les jeux Hoyoverse? En partie, il faut le dire. Si tu débutes par l'un des trois et découvres les autres ensuite, tu es quand même en terrain connu et en proposant des offres de gameplay différentes. Il y a une chance que tu accroches plus à l'un, mais que tu donnes sa chance aux autres et que tu continues vu que tu as déjà une compréhension de la progression. Mais bon, on va pas se mentir, il y a d'autres aspects très importants qui font qu'on aime ces jeux. Et ça tombe bien, c'est le genre de truc dont j'aime parler sur cette chaîne. Et oui, la narration et les personnages. Bon, mettre l'accent sur les personnages dans un jeu dont le modèle économique est basé sur le fait que ces mêmes personnages soient désirables, ça paraît logique mine de rien. Mais comment on fait? Bah on raconte des histoires prenantes, bien mises en scène, dans des univers cohérents, où les personnages s'articulent et interagissent entre eux. Ouais, je sais, merci Jean-Michel Storytelling, mais explicitons tout ça. Il y a quand même plus que ça, mais vous allez voir. Déjà, je tiens à dire que, à la manière de nombre d'œuvres qui durent sur la durée et qui sont qualitatives dans le traitement des personnages, il y a clairement un attachement à ceux-ci. À la manière d'un One Piece ou Final Fantasy XIV, vous trouverez forcément un personnage auquel vous attachez, tant ils sont nombreux, différents et enclins à intervenir dans diverses situations. Oui, j'adore de manger des macarons avec Navia, et des marches à apprendre les arts martiaux, ou manger des nouilles épicées avec Soldier Eleven. Tout ça sur fond de déjouer un complot défatué avec Kazuha, sauver Jarilo Six avec Bronya et Silé, ou capturer des criminels avec Jane Doe. Ils ont tous à la fois des moments de bravoure, mais aussi de complicité et d'intimité pour mieux les découvrir, et ça aide énormément à s'attacher à eux. Mais ça ne s'arrête pas là. Parlons d'Acheron. On la découvre durant l'arc Penacony d'Honkai Star Rail, un arc centré sur la notion de rêve, mais on en reparlera plus tard. Bon, déjà, elle a un design. Bon, step on me mommy, comme diraient certains whips dégénérés comme moi. On la croise au détour d'un rêve et le premier contact est difficile, mais plus la classe. Elle finit par devenir une alliée et au détour de petites conversations, on en apprend plus sur elle, même si elle reste toujours franchement mystérieuse. Mais quand même, on a certains détails triviaux, comme qu'elle aime les pêches, qu'elle aussi aime se pomponner, et bien sûr, qu'elle a un passé. Son histoire ne commence pas quand on la croise dans nos aventures, elle a du vécu, et pas que de l'heureux. Puis on apprend encore plus sur elle, sur sa véritable nature, qui en fait un être à part dans l'univers. Et elle va interagir, et ceci avec d'autres personnages que celui qu'on incarne, des fois sérieusement, pour du lore, des fois plus légèrement. Et le personnage a aussi une thématique forte autour du deuil, et que malgré tout, elle va de l'avant. Puis elle nous dit au revoir, après avoir mené l'effort pour sauver Penacony. Mais à ce moment, on comprend qu'on la reverra un jour. Vous vous dites que j'en fais peut-être un plat pour pas grand-chose, et vous auriez peut-être raison. Mais là où Acheron m'a à la base intéressé de par son design, j'ai réellement adoré la côtoyer pendant tout l'arc Penacony, qui fut merveilleux. Comme d'autres personnages de cet arc, comme Firefly ou Aventurine par ailleurs, qui profitent tous à la fois de moments légers et lourds savamment dosés. Mais pourquoi je vous ai parlé spécifiquement d'Acheron? Parce que ça me permet de vous parler d'un autre aspect des jeux Hoyoverse. Vous avez déjà entendu parler du multivers? Bon bah des fois ça marche. Des fois ça marche pas. Et là, j'ai tendance à penser que ça marche. Alors oui, Genshin Impact et Honkai Star Rail partagent un multivers.
avec aussi Honkai Impact Third et d'autres œuvres pour le coup. Bon, apparemment pas de Zenless pour le moment, mais laissons le temps au temps. Mais donc, pour en revenir à Acheron, on a pu la rencontrer sous le nom de Raiden Shogun dans Genshin Impact ou Raiden Maid dans Honkai Impact Third. À chaque fois, ce sont des personnages avec des histoires fondamentalement différentes. Des caractères pas du tout similaires de par leur vécu différent, mais qui auraient tendance à partager des thématiques. Parfois en les inversant pour faire un jeu de miroir, comme Raiden Shogun avec l'éternité ou Acheron avec la fin. Ce multivers permet certes du fanservice, on va pas se mentir, mais il est pas gratuit. Il permet de raconter des choses. Et aussi il conforte ce côté, vous avez aimé Raiden dans notre précédent jeu, bien découvrir la nouvelle Raiden ici, pour certes attirer le manant et pouvoir l'émerveiller avec ce qu'on lui montre. Parce que oui, l'émerveillement fait partie de l'expérience Hoyoverse. Bon, vous le savez, je suis un weeb et j'adore la belle animation. Voir des séquences bien animées avec des belles lumières et du mouvement dans tous les sens, ça m'émoustille. Et je pense que ça émoustille à peu près tout fan d'animé. Et je vous fais un petit rappel sur les fondateurs de Hoyoverse, leur logo avant c'était ça. Il y avait écrit Otaku Tex Save the World. Et oui, c'est des grands amoureux de la culture animée. Et c'est pour ça qu'ils nous proposent des moments comme ça. Ou ça. C'est une vraie lettre d'amour à l'animation japonaise qui ne peut que emplir de joie les weebs du monde entier. Et c'est pas pour rien qu'ils ont ouvert aussi leur propre studio d'animation et s'associent avec les plus grands du milieu pour nous proposer des animés en dehors du jeu. Mais l'émerveillement n'est pas que dans la beauté pleine d'hommages à l'animation. Elle se retrouve aussi dans les mondes parcourus. Chaque paysage est plein de beauté et plein de secrets. De la terre et les mers de la nation de Fontaine, inspiré de la France, mon bon monsieur. Au pays des rêves qu'est Penacony, en passant par l'urbain asiatique et plein de vie de la nouvelle Eridu. Tout est là pour titiller notre imaginaire et en profiter pour nous raconter des histoires. Du PNJ racontant sa vie à une pyramide majestueuse dans le désert de Sumeru. Il y a un souci à la fois du détail et du grandiose qui permettent aux joueurs de vouloir passer du temps dans ces mondes et s'y perdre avec bonheur. Puis petit plus sur les events qui parsèment ces jeux, proposant souvent des moments de franche rigolade et de détente dans ces univers, nous permettant d'y prendre part encore plus. Après, ces mondes sont baignés dans des musiques fabuleuses qui m'ont bluffé à plus d'un égard et plus d'une fois. Je ne m'entendais pas à une telle qualité, une telle diversité dans les compositions des trois jeux. Et quel kiff d'être accompagné par une OST pareille. Alors je vais pas essayer de vous expliquer le pourquoi. 444 Hz l'a déjà fait et c'est certainement mieux que ce que je pourrais vous proposer sur le sujet. Je vous mets un lien vers sa vidéo en description de la vidéo. C'est extrêmement qualitatif. Et franchement, il parle très bien des musiques de Genshin. N'hésitez pas. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur les scénarios proposés par les jeux Hoyoverse. Alors, je vous avais dit qu'on allait revenir sur l'arc Penacony. Je pense que ce passage d'Honkai Star Rail est vraiment représentatif des forces de leurs scénaristes, tout en synthétisant tout ce que j'ai dit le long de la vidéo. Bon, par contre, c'est dur d'en parler sans spoiler, donc voici le timecode pour se retrouver pour la conclusion. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, l'arc de Penacony est très lié au rêve. Et vous savez, le rêve, c'est souvent casse-gueule comme thématique. Donc là, quand on nous dit que les événements se passent dans un rêve, on a tendance à penser que bon, les événements ne vont pas être aussi impactants. Au début, on indique même que la mort n'existe pas à Penacony, ce qui baisse drastiquement les enjeux. Puis on t'introduit la mort à Penacony, ce qui crée un choc,
Surtout que c'était avec un personnage auquel tu t'étais attaché. Oh puis en fait non, mais on t'explique ce qu'est la mort réelle à Penacony. Et tu la vois de tes yeux, avec des belles bagarres. Mais surtout on t'interroge. Qu'est-ce que le rêve? Pourquoi rêve-t-on? À la fois au niveau du rêve, tel qu'on l'entend dans le sommeil, mais aussi dans l'ambition humaine. Et cette ambition, comment on la mélange avec le fait de vivre en société? Et on ne parle pas de ça à 2 francs 6 sous avec des mots compliqués, non. On te pose les questions. On te met face à un antagoniste qui défend ses valeurs. Opposées aux tiennes, mais qu'il sait défendre. Et là, on te fait croire que tu arrives à une conclusion. Et tu ressens la frustration. Car il y a quand même des incohérences qui traînent, des petits détails, des trucs qui te dérangent. Parce que ce sont les plus grands pièges, les plus grands écueils que l'on voit dans les œuvres impliquant le rêve. Sauf que, ils y sont tombés volontairement pour mieux continuer l'histoire. C'est à ce moment-là que tu comprends que tout ce qui y a eu avant n'était pas inutile. Tu en avais besoin pour en arriver là, pour tisser les liens, pour te faire les camarades, pour perdre les camarades qui te permettaient à cet instant de pouvoir résoudre la situation du rêve de Penacony face à l'ambition de l'antagoniste opposée à ton ambition, face, au final, à 2 rêves qui s'affrontent. C'est vraiment à ce moment-là que Penacony s'élève et propose, de par son scénario, mais aussi tout ce que je vous ai dit avant, des musiques fantastiques, des combats géniaux, une animation du feu de Dieu, des décors géniaux. C'est avec tout ça que l'arc Penacony est incroyable et qui pour moi représente le mieux ce que Hoyoverse fait de mieux. Bon, fin des spoils, mais j'ai vraiment aimé cet arc Penacony. Mais il y en a d'autres qui font preuve d'une grande maestria, comme celui de Fontaine dans Genshin, avec en particulier le personnage de Furina que j'ai trouvé excellemment bien écrit et qui, je pense, a emmené les joueurs exactement où ils voulaient en termes de ressenti sur ce personnage, et ça c'est pas facile. Et pour Zenless, bien que tout récent, il nous a proposé récemment l'arc Tour des Inferno avec les fils de Calydon, et je ne bouderai pas mon plaisir car j'ai vraiment vécu beaucoup d'émotions en le vivant, ce qui m'enjaille grandement pour la suite. Et puis aussi il nous propose ce petit côté du quotidien de la ville de la Nouvelle Eridu, de son petit quartier, qui, ma foi, est fort sympathique. Mais bon, il est temps de conclure cette vidéo. Pourquoi les jeux Hoyoverse sont-ils bien plus que des gachas? Là où la plupart se contenteraient d'un cash grab en essayant de faire un jeu vous poussant aux achats, en y allant au max sur les dépenses, les jeux Hoyo sont de vrais jeux. Je déteste cette expression qui en général ne veut rien dire, mais je pense qu'elle prend son sens ici. À la base, il y a une bande d'otaku qui voulait faire des jeux. Ils ont trouvé un modèle économique, discutable certes, leur permettant de continuer leur délire, et derrière ils se sont juste dit quelle histoire et quel personnage on veut montrer, et comment on peut partager ça. Et ils nous ont pondu des mondes complets et magnifiques, avec des gameplays qui ont leur spécificité et sont différents. Les personnages prennent corps dans ceci, parfois dans plusieurs d'entre eux pour créer des ponts, et tout ça au profit de scénarios qui font sens, mais toujours dans l'optique de faire plaisir à leur délire d'otaku. Et maintenant, à leurs fans qui partagent cette passion. Et c'est pour ça que ce sont des vrais jeux. Car tout est pensé pour qu'on s'amuse et qu'on soit émerveillé. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux des jeux Hoyoverse. Merci de m'avoir écouté déblatérer sur les jeux Hoyoverse. J'espère que ça vous aura plu. Pour les vétérans, désolé de ne pas avoir été forcément précis, mais j'ai fait au mieux, et pour les autres, j'espère que ça a piqué votre intérêt pour ces jeux que j'adore. Mais faites attention au modèle des gachas, je le répète. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente ou quels sont vos aspects préférés de ces jeux, et surtout vos waifus et husbando, bien sûr. N'hésitez pas à passer en stream aussi, on joue beaucoup aux jeux Hoyo. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, des bisous!